Au sommaire de cette édition d'information, l'Église catholique universelle a un nouveau pape. C'est le 267e pape qui vient d'être élu par les 133 cardinaux, succédant ainsi au pape François décédé le 21 avril 2025. Et puis en politique, les dossiers Matata Pognon, le sujet reste pendant alors que la dernière plénière, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a insisté sur la procédure normale que doit prendre la Cour constitutionnelle. Les analyses restent diversement interprétées. Les détails dans ce journal. C'est pour moi de vous retrouver pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal. L'information reste dominée dans le monde par le 267e pape qui vient d'être élu par les 133 cardinaux réunis depuis 2 jours dans la salle Sixtine. Il s'agit de Roberto Robert Francis Prévost Léon XIV, premier pape de nationalité américaine, vient de succéder au pape François décédé le 21 avril 2025. Dans ce mot de circonstance, le nouveau pape a souhaité la paix à tout le peuple et la paix dans toute la terre. Revenons au pays, parlons de la primature. La situation macroéconomique au pays reste stable malgré les pressions internes et externes. C'est ce qui ressort de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Le gouvernement est déterminé à trouver des solutions afin que ces bons résultats enregistrés sur le plan économique se reflètent dans les quotidiens de la population. Bénédicte Maquet. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Mokoko Samba, a affirmé que la stabilité des indicateurs macroéconomiques, tant au niveau des prix intérieurs que du marché d'échange, reste stable. Il a ajouté qu'actuellement, le gouvernement s'efforce de traduire cette stabilité économique en une amélioration concrète des conditions de vie de citoyens. Et ce dont nous avons spécialement parlé aujourd'hui, c'est justement d'essayer de rapprocher cette, on va dire, belle santé macroéconomique avec les conditions de vie de nos concitoyens. Parce que le cadre macroéconomique, il doit aussi se refléter dans les conditions dans lesquelles les citoyens congolais vivent effectivement. Le gouvernement va mettre en place un plan appelé Compact de résilience. Celui-ci vise à améliorer la production agricole, culture, pêche, élevage et à faciliter l'accès aux zones rurales en désenclavant ces régions. Tout cela se fera dans le cadre du programme principal du gouvernement, les PDL, 45 territoires qui correspond aux objectifs du président Félix Tshisekedi. Nous avons convenu, sous la présidence de son Excellence Madame la Première ministre, de mettre en place, on va appeler ça un compact de résilience, pour que le plus rapidement possible, les détails seront connus la semaine prochaine, que nous ayons un paquet d'investissements qui permettent d'agir sur la situation spécifique de la ville de Kinshasa, en termes de la lutte contre les embouteillages, de l'assainissement et de la facilitation de la mobilité dans la ville, mais également en termes de la sécurité alimentaire pour l'ensemble du territoire national. Le gouvernement congolais, malgré les défis posés par la crise dans l'est du pays, s'efforce de maintenir la stabilité macroéconomique. Un compact de résilience sera dévoilé la semaine prochaine pour répondre aux préoccupations de la population et à améliorer leurs conditions de vie.
Une délégation du Fonds monétaire international a échangé avec le président du Sénat sur la première revue du programme économique et financier approuvé en janvier en faveur de la République démocratique du Congo, le réforme en cours et du redressement du budget 2025. Commentaire signé Afimou Sungai. Il était question d'échanger sur le réforme, le redressement du budget 2025 et la première revue de programme économique approuvée en janvier 2025 en faveur de la RDC que le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lokonde, a eu une séance de travail avec une délégation du Fonds monétaire international, tout cela pour garantir un avenir économique durable. Au sorti de cette séance de travail, le chef de la mission pour la RDC et porte-parole de la délégation s'est confié à la presse. Nous avons souhaité rencontrer le président du Sénat pour faire le point avec lui de l'évolution des réformes et aussi discuter du budget de 2025. Comme vous le savez, il y a beaucoup de changements depuis que le budget initial a été approuvé. Donc le gouvernement est à pied d'œuvre pour présenter une loi de finances rectificative. Donc, nous avons parlé avec le président des défis, en particulier de cette loi de finances rectificative, de voir quel est l'impact de la crise sur le budget, quels sont les efforts qui seront faits pour améliorer les recettes, et également une priorisation des dépenses. Donc, c'est sur cet ensemble que nous avons échangé avec lui pour avoir ses avis et aussi partager nos perspectives. Il faut noter aussi à titre informel que la coopération étroite entre le Sénat et les institutions internationales pour faire face aux défis économiques, sans oublier les préoccupations relatives aux dérives des finances publiques sur la nécessité d'une bonne gouvernance solide pour garantir un avenir économique durable. Les soutiens du FMI aux réformes en cours démontrent son assistance technique et son appui à la République démocratique du Congo. Parlons politique, la polémique persiste autour du dossier Matata Ponyo qui est poursuivi à la Cour constitutionnelle. Lors de la dernière plénière, Vital Kamerhe a insisté sur le fait que la Haute Cour doit suivre la procédure normale, une affaire diversement interprétée par les analystes politiques. Marcel Kilombo pour les détails. L'ancien Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo pourrait être condamné sans avoir participé à la dernière audience du procès Boukangalonzo. Une absence encouragée par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Ce dernier, qui est d'ailleurs revenu à la charge lors de la dernière plénière pour rappeler à Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, qu'il n'avait aucun droit de décision sur un député national sans l'accord de l'Assemblée nationale. Si le président de la Cour constitutionnelle m'avait écrit, j'allais l'appeler pour lui rappeler 2 ou 3 petites choses seulement, puisque les juristes sont très forts. D'abord, j'allais lui poser la question en quelle qualité lui peut interpréter la loi. Il est président de la Cour constitutionnelle, mais n'est pas la Cour constitutionnelle. Un conflit entre les pouvoirs judiciaires et législatifs que les analystes politiques Herman Tumba et Bobo Bolia Trésor comprennent différemment. La loi est très claire. Pour éclairer l'opinion doit savoir que l'honorable Matata, à l'époque, au Sénat, ces militaires ont été levés et mis à la disposition de la justice. Seul un président de la République peut bénéficier de ces privilèges-là, qu'après réélection, de pouvoir, dont tous les charges sont mises de côté jusqu'à la fin de son mandat. Mais pour le député, pour le ministre, pour tout le monde, quand une fois les immunités sont levées, elles sont levées de manière définitive pour ces dossiers-là. Et moi, je pense que si la Cour constitutionnelle, étant dans son indépendance, constate que réellement il est dans la légalité, ça ne revient pas
à l'Assemblée nationale, chapeautée bien sûr par M. Vital Kamerhe, qui puisse empêcher des procédures judiciaires contre quelqu'un qui jusque-là n'a pas encore été condamné, mais qu'on soupçonne d'avoir détourné l'argent du procès, notamment Bukanga Lonzo. Il s'y est de rappeler que malgré l'absence de Matata Ponyo à la dernière audience, le procureur général près la Cour constitutionnelle avait requis 20 ans de travaux forcés contre l'ancien Premier ministre que la justice congolaise considère comme auteur direct de l'échec de ce grand projet agro-industriel. Et parlons de l'environnement, la 6e conférence mondiale sur le financement de la biodiversité qui s'est tenue au Chili. Plus de 130 pays s'est réunis pour parler du financement afin de booster les objectifs mondiaux sur la biodiversité afin de le rendre visible et reconnaître son rôle essentiel dans le développement économique et social. Suivez. La 6e conférence mondiale sur le financement de la biodiversité qui s'est tenue du 6 au 8 mai 2025 au Chili a réuni 133 pays afin de parler sur les objectifs mondiaux en matière de biodiversité. Cette conférence a permis de booster des solutions de financement pour la protection de la nature aux subventions réaffectées de la FinTech au crédit nature afin de débloquer de financement durable pour la conservation à une époque organisée par l'initiative pour la finance de la biodiversité BioFin du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Ce sommet, qui a œuvré pour le financement de la protection de la nature, a réuni des hauts fonctionnaires représentant les ministères de l'Environnement et des Finances ainsi que de membres clés du gouvernement. Le ministre de l'Environnement du Chili a, au cours de l'ouverture de cette 6e conférence, martelé sur le principal défi qui consiste à rendre la biodiversité visible et à reconnaître son rôle essentiel dans le développement économique, l'organisation sociale et l'identité de nos pays, en lui donnant une dimension claire et mesurable intégrée dans les comptes nationaux et développement économique durable, a déclaré Maïssa Rojas, ministre de l'Environnement du Chili. La journée mondiale des orphelins du sida a été célébrée en République démocratique du Congo à travers le ministère des Affaires sociales et humanitaires. La patronne des Affaires sociales et humanitaires a voulu par cette journée sensibiliser cette catastrophe qui met en détresse les enfants ayant perdu leurs parents suite au VIH-Sida. Encore une fois, suivez. Chaque année, plus de 1,6 million d'enfants à travers le monde deviennent orphelins à cause du sida. En République démocratique du Congo, la journée mondiale des orphelins du sida a été célébrée afin de sensibiliser la population et les autorités sur cette question qui met en détresse des enfants perdus leurs parents suite au VIH-Sida. Et puis à Kinshasa, la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, était dans la commune de Kassavubu pour marquer cette journée par un acte de résilience et de soutien envers ces enfants affectés ou infectés par le VIH-Sida, consciente aux défis confrontés souvent par des stigmatisations et d'isolement à cause de cette maladie. Les numéro 1 des sociales congolaises appellent à l'intention, à la compassion et à la solidarité de tous les Congolais. La souffrance de ces orphelins ne peut être ignorée. En tant que nation, il est de notre devoir de les entourer, de les offrir l'accès à la santé, à l'éducation et à des opportunités qui leur permettront de s'épanouir. Nous devons briser les chaînes de la discrimination en entraînant leur potentiel. Chaque geste peut faire une différence.
un des enfants orphelins du sida, Pierre Kitiebo, a, au nom des autres enfants, remercié le gouvernement à travers la ministre pour ce geste d'amour. Votre présence est un geste fort qui nous donne du courage pour continuer à croire à nos rêves. Merci de prendre le temps de venir à notre rencontre et de partager un moment avec nous. Saluant l'engagement de la ministre Nathalie Aziza, le directeur technique de l'orphelinat pour enfants des Sidéens, cette présence marque une preuve de considération et d'encouragement. De son côté, Lucie Kankou, chef des divisions urbaines des affaires sociales, a au cours de cette cérémonie rendu un grand hommage au ministre Nathalie Aziza. La joie est partagée avec tout le monde pour la journée d'aujourd'hui et nous savons que nous sommes là pour les groupes vulnérables et nous continuerons toujours ensemble sous tutelle de notre Excellence pour accompagner tous ces groupes vulnérables. La prise en charge des orphelins du sida reste un défi humanitaire, économique et social majeur. C'est pour cette raison qu'il faut assurer leur insertion dans la société. Parlons éducation, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a organisé un meeting de veille patriotique à l'intention des étudiants et de la communauté universitaire de la province du Kasaï oriental. L'événement s'est déroulé au terrain de basketball du club Miba à Mbujimaï. La ministre a exhorté les participants à cultiver l'amour de leur pays afin de défendre ses intérêts et son intégrité territoriale. Bénédicte Maké. Devant une assemblée d'étudiants et de membres du personnel académique à Mbujimaï, la ministre des Lessus s'est exprimée. Elle a souligné l'importance du patriotisme et de l'engagement citoyen pour que les jeunes contribuent activement au développement et à la protection de l'intégrité territoriale du pays. Insistant sur l'amour de la patrie comme base du service public, elle a rappelé que parmi ces jeunes s'y trouvent les futurs leaders qui vont occuper potentiellement des fonctions clés à l'instar de la sienne. Le gouverneur de cette province qui avait accompagné Marie-Thérèse Sombo à ces meetings a expliqué les buts de ces rassemblements. Son Excellence est venue avec un message très important. Elle va nous parler sur l'amour de notre pays, sur le patriotisme. Et parmi vous, qui aura des ministres de l'enseignement supérieur et universitaire. Et partant, on doit vous préparer à l'éveil patriotique. Vous ne pouvez pas servir votre pays si vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas servir votre pays si vous rêvez. Dans la même dynamique, Apollinaire Kibaka, président de la conférence de chefs d'établissement et recteur de l'université officielle de Mbujimaï, a indiqué que la force d'un pays repose sur ses universités et leur capacité à produire la connaissance. Les États-Unis, la force de la Chine, la force du Japon, la force de la Corée, la force de l'Europe, ce sont les universités. Parce que les universités produisent la connaissance, le savoir et le savoir-faire. Des universités malades sont des parasites dans le corps de la nation. Et donc le message que vous nous adressez est un message qui n'est pas étranger à l'université, qui rejoint l'université dans son essence. Pour la ministre Marie-Thérèse Sombo, l'amour de la patrie s'éprouve par des actions concrètes, un message qu'elle a adressé en insistant sur l'importance des gestes quotidiens. ekolakisama na makambo ya mike mike na enseignement supérieur et universitaire to se mobilisaki et
on a fait appel à scientifiques à se mobiliser pour soutenir la population de l'Est et chacun dans son domaine a contribué pour défendre notre patrie. Suite à cette rencontre, la ministre a inauguré les nouveaux rectorats de l'université officielle de Mbuji-Mayi et a lancé un colloque international, une plateforme d'échange entre experts et universitaires sur les enjeux académiques et scientifiques. La retraite anticipée de l'inspecteur général de finances, chef des services Jules Alinghetti, n'a pas laissé indifférent la population congolaise. Si certains saluent le travail d'Alinghetti, d'autres se disent satisfaits de son départ après certaines mésattentes qu'il a eues avec certains ministres. Ils sont au micro de Marcel Kilombo. Pour nous, nous saluons d'abord ce qu'a fait Gilles Alinghetti parce que à l'époque de M. Kabila, avec les régimes passés, nous ne connaissons pas réellement qu'est-ce qu'était l'IGF, quel était le rôle principal de l'IGF. On ne connaissait pas les contrôles a priori, les contrôles a posteriori, et donc c'est né qu'avec l'arrivée de M. Gilles Alinghetti à la tête de l'inspection générale des finances qu'on a vraiment senti réellement que l'IGF avait la mission principale de traquer les détourneurs, de dénoncer, de faire des contrôles pour éviter qu'il y ait des détournements, des deniers publics et tout ce qui va avec. Déjà, ce n'est pas une retraite tout court, c'est une retraite anticipée parce que le fonctionnaire congolais va en retraite à 65 ans. Mais fort malheureusement pour lui, le chef de l'État a décidé de lui envoyer en retraite à 62 ans parce qu'il a abusé de la confiance du chef de l'État après plusieurs dossiers sales dont il s'en sert de couverture. Le chef de l'État a pris une décision ferme et catégorique pour, à un moment donné, mettre fin à ces dictats Alinghetti. Donc, c'est lui qui choisissait qui est ce voleur qui doit être connu de tous, qui est ce voleur qui ne doit pas être connu. C'est lui donc quand il vous emmène des partenaires et que vous ne donnez pas de l'argent, parce qu'on avait refusé de donner de l'argent à son groupe qui avait amené des lampadaires, c'était devenu un problème pour l'honorable Nicolas Kazadi, que au dossier lampadaire, détournement et tout. Et donc, avec Kazadi Tony, c'était la même chose. Il a amené des partenaires. Quand Kazadi Tony dit non, ces partenaires sont chers, je préfère celui-ci. Détournement encore. Donc, moi, je pense que la page Alinghetti, elle est tournée et elle est tournée pour toujours. En société, le recyclage de ferraille est un métier qui se porte bien à Kinshasa. Nombreux sont les jeunes qui s'adonnent à cette activité pour trouver de quoi vivre. Ils sillonnent les communes, les avenues pour ramasser et acheter à moins cher toutes sortes de fer en bon état ou déjà déclassés qu'ils amènent dans les lieux d'entreposage. Lydie Diamba pour les reportages. Rien ne se perd, rien ne s'écraille, tout se transforme, dit-on. Cet adage est d'actualité chez le ferrailleur, basé sur l'avenue Bypass, dans la commune de Lemba. La ferraille qui se trouve ici, ils se procurent de des manières. Ils ont un fonds qu'ils mettent à la disposition de jeunes gens qui largent sur terrain pour acheter le fer inutilisé dans le ménage. Ils passent dans les avenues et proposent les gens intéressés d'acheter tout objet en fer inutilisé. Par ailleurs, il y a également d'autres personnes qui viennent elles-mêmes directement dans ces dépotoirs vendre le morceau de fer dont ils veulent se débarrasser. Peggy Luodi, alias Adeba, est dans ce métier depuis plusieurs années. Disons dans notre pays, boyebi, entreprise et belé zate ndeti pona biso ba jeune, o to kope ko kende to tche mutu par rapport à la classe totangi, makambo zate. C'était pour cela biso moko to luka ko créer la société na biso de notre côté à nous.
de peur que toye bandeni to ko sala kata bo malembe poto mais ka survivre. Balabala, un ancien bandit communément appelé Kuluna à Kinshasa, il s'est converti et vit désormais grâce à la vente de la ferraille. Papa encore pour libérer bandé moi boya on est sala ngana sombela mbana sege makambo eza awa copie la biso ya ngotoliaka na kata ba compresseur na panza ba monteur a biso ne copie otoliaka to boya mabi. Tony Lusa quitte la commune d'Inkinsensu pour venir travailler à Lemba. Il fabrique de braseros qu'il vend pour permettre aux ménagères d'utiliser dans leur cuisine. Nabi sala nanga copie ya mitraille mais nabi sima ya mitraille ndene ya koyeba mwa ko saba matuka o nde yango iboko kolanga ifukila nga palais do ya ngo mane mutu isala nga nabi za moi bien. Il sied de noter que cette activité est une longue chaîne. Les artisans qui proposent un recyclage à petite échelle, d'autres acheminent leur cargaison. L'objet métallique est dans les usines spécialisées dans la transformation du fer à Kinshasa. Au niveau de ces grandes usines, ils vendent leurs marchandises par kilo. À leur tour, les usines s'en servent pour fabriquer de barres de fer. Et pour terminer en sport, les sélectionneurs managers de la République démocratique du Congo, Sébastien Desarbres, a dévoilé la liste de 26 joueurs convoqués pour les stages du mois de juin à Orléans, en France, ce jeudi 8 mai 2025 via les réseaux sociaux officiels de la Fédération congolaise de football, association FECOFA, pour les gardiens Dimitri Berthaud, Lionel Passy et Timothée Fayoulou. Côté défenseur, Aaron Wabisaka, Gédéon Kaloulou, Joris Kayembe, Arthur Maswaku, Dylan Batou-Biseka, Rocky Boucheri, Chancel Bemba, Axel Touanzebe et Steve Kapwadi. Et au milieu de terrain, Noah Sadiki, Edo Kayembe, Charles Piquel, Ngalawel Mukau, Samuel Moutousami, Théo Bongonda, Meshak Elia, Nathan Boukou et à l'attaque Afimiko Pouloulou, Yohan Mouissa, Fiston Maele, Simo Banza, Cédric Bakambou et enfin Samuel Essende. Et les programmes de match se présentent comme suit. Le 5 juin 2025, la RDC contre le Mali à 20h et le 8 juin, la RDC contre le Madagascar à 16h au stade de la Source à Orléans. Des tests amicaux sont prévus pour préparer au mieux les prochaines échéances de qualification de la Coupe du Monde 2026 et la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Défaite pour la République démocratique du Congo. Les Léopards U20 se sont inclinés sur la note de 2-0 face à leurs homologues lionceaux du Sénégal. Ce jeudi 8 mai 2025 au stade New Suez, un match comptant pour la troisième journée de la Coupe d'Afrique des Nations CAN U20 Égypte 2025. Malgré la défaite courte, équipe sénégalaise 2-0, les hommes des Guy Boukassa valident quand même leur billet pour les quarts de finale de cette compétition. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition d'information, mais bien avant cela, les rappels des titres. L'Église catholique universelle a un nouveau pape, c'est le 267e pape qui vient d'être élu par le 133 cardinaux, succédant ainsi au pape François décédé le 21 avril 2025. Les dossiers Matata Pognon, le sujet
reste pendant, alors que la dernière plénière, le président de l'Assemblée nationale a insisté sur la procédure normale qui doit prendre la Cour constitutionnelle. Les analyses restent diversement interprétées. Si vous avez aimé ce journal, la réalisation a été tenue par Pius Chimanga. Derrière la caméra, c'est Christian Sakanano. Et moi, je vous dis merci. Je vous retrouve prochainement dans la même chaîne.